Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la Mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Journal des Territoires. Bonjour à tous, bonne matinée et bonne matinale d'infos sur Public Sénat, en partenariat avec la presse quotidienne régionale, les télés locales de France et avec TV5 Monde pour cette matinale. Une nouvelle formule avec 2 rendez-vous. La première partie, dans un instant, c'est le JT des territoires, le journal télévisé des territoires, suivi du club des éditorialistes. Puis en deuxième partie, territoire d'infos, avec l'invité politique aujourd'hui, c'est Éric Woerth, qui est député Les Républicains et président de la commission des finances à l'Assemblée nationale, qui sera notre invité à 8h. Bonne matinale d'infos à mes côtés, je vous retrouve dans un instant pour le journal télévisé. On ouvre ce journal des territoires avec la question des emplois aidés au centre de l'actualité. Leur fin annoncée est un coup dur pour de nombreuses associations, mais aussi pour les communes. Direction la Gironde, où certains maires de la rive droite de la métropole bordelaise, dont celui de Floirac, protestent contre cette mesure gouvernementale qui s'ajoute à la suppression progressive de la taxe d'habitation et à la baisse des crédits dans le cadre de la politique de la ville. Au-delà des finances de la commune, ce sont les services à la population et l'emploi des plus fragiles qui sont menacés. C'est un reportage de TV7 en Gironde. Titulaire d'un CAP Petite Enfance, Marie-Bernadette a cherché un emploi pendant 9 ans. Depuis février dernier, elle officie comme agent dans les écoles et les centres de loisirs de la commune de Floirac, comme ici au domaine de la Burthe, grâce à un contrat unique d'insertion. Une aubaine pour cette senior de plus de 50 ans. On revit totalement, c'est plus le même mode de vie. Au moins, on peut se projeter dans l'avenir. En stage ici, Christopher espère lui aussi décrocher un CUI après son BAFA. Pour mieux un contrat aidé que rien du tout, quoi. La mairie de Floirac compte aujourd'hui 37 contrats uniques d'insertion et 5 emplois d'avenir. C'est plus qu'ailleurs dans la métropole. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une sociologie de population un peu plus touchée par le chômage. Voilà, donc c'est une volonté aussi que d'avoir une politique qui aide à l'insertion et au retour à l'emploi. Un tiers des emplois d'avenir ont été embauchés par la commune et certains CUI, censés servir surtout de tremplin, ont également donné lieu à un retour à l'emploi. Pour la municipalité, la disparition de ces emplois aidés risque donc de pénaliser ce public fragile, mais aussi la population floiracaise. Tous ces modes de financement qui ne seront plus assurés sont autant de services à la population qui ne pourront plus être assurés. Et il faudra trouver d'autres modes de financement et en ces périodes difficiles, il n'est pas dit qu'ils puissent être trouvés. Sauf à augmenter les impôts, ce sont plusieurs années d'efforts dans des quartiers déjà en difficulté qui seraient remises en cause par les différentes mesures budgétaires du gouvernement. C'est dans ce sens que le maire de Floirac a écrit pour protester au président Macron. On part pour le Gard maintenant avec une expérience inédite pour les maires. Ils testent le métier d'entrepreneur. Vie ma vie d'entrepreneur, c'est le concept original de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Gard. Et Philippe Gamard, le maire de Saint-Laurent-des-Arbres, a accepté d'enfiler la casquette de Serge Rouvière, le patron d'une société de bâtiments à Saint-Hilaire-d'Auzilan. Laurie Chamla pour TV Sud a suivi cette expérience. Vie ma vie d'entrepreneur. C'est le concept original de la Chambre de métiers et de l'artisanat du Gard. Aujourd'hui, Philippe Gamard, maire de Saint-Laurent-des-Arbres, a accepté d'enfiler la casquette de Serge Rouvière, patron d'une société de bâtiments à Saint-Hilaire-d'Auzilan, le temps d'une journée. Objectif, confronter le politique aux problématiques des entreprises locales. Pourquoi on ne peut pas trouver du personnel? Pourquoi la formation est importante? Pourquoi on a besoin maintenant de personnes de plus en plus techniques et non pas que des gens qui sont en échec scolaire dans nos métiers? La liste est longue et très vite l'échange s'oriente sur les délégations de services publics, souvent perçues comme un calvaire pour les entrepreneurs. Les marchés publics, c'est assez contraignant aussi, parce qu'il y a un tas de papiers à faire. Voilà. Je vous dis, et à la fin, quand vous vous rendez compte que finalement, vous avez travaillé pendant un mois ou un mois et demi sur un dossier, et puis que le gars, on va prendre l'autre qui est 20% moins cher. Si les deux hommes semblent s'accorder en apparence, le concept a ses limites. Visite, est-ce que ça vous a donné des idées pour votre municipalité ? Alors des idées, peut-être pas, parce que il n'y a pas de grande idée qui surgit de ce type d'initiative, mais je crois que c'est un travail de long terme qui doit se faire. Au bilan,
le maire a découvert l'univers de Rouvière Construction, mais peu pour ne pas dire aucune des problématiques soulevées n'aboutira à un changement de politique. Une actualité positive dans l'Aube maintenant. On part chez Michelin qui va recruter 200 à 120 personnes en CDI. Pour assurer face à la demande croissante de pneus agricoles, le site Michelin de la Chapelle-Saint-Luc propose un recrutement important sur le marché du pneu agricole, se portant à nouveau bien, car notamment grâce aux constructeurs de tracteurs. Ces emplois concernent essentiellement la production, mais aussi la maintenance. Et Flavien Léger pour Canal 32 nous explique cette situation. Pour assurer face à la demande croissante de pneus agricoles, le site Michelin de la Chapelle-Saint-Luc met la gomme. 200 à 120 CDI seront bientôt proposés au sein de l'usine Auboise. Depuis le début d'année, la demande de pneus remonte. Après avoir fait appel à des contrats temporaires, la direction veut pérenniser ces emplois. Le marché agricole est très cyclique. On passe par des phases hautes et des phases basses, voire très basses, comme on a pu connaître l'année dernière, par exemple, ou il y a 2 ans. Donc là, on a une reprise qu'on s'attendait à voir venir, peut-être pas aussi rapidement, peut-être pas aussi brutalement. Mais c'est une reprise effectivement qu'on espérait et qu'on savait qu'il devait arriver. Les fabricants de tracteurs commencent à montrer des signes de reprise, modérés du marché certes, mais de reprise quand même, qui devrait durer dans le temps. Donc on a un appel de pneus de la part des constructeurs de tracteurs. Avec ces nouveaux recrutements, l'usine Chapelaine va retrouver ses plus hauts niveaux historiques d'effectifs, autour de 900 personnes sur le site dédié aux pneus agricoles. Le recrutement concerne tous les profils, pas besoin forcément de compétences précises. La formation sera assurée une fois le contrat signé. Les emplois concernent essentiellement la production, mais aussi la maintenance. Alors on recherche tout type de profil, toute personne qui a envie de travailler en usine et de s'investir dans un environnement industriel. On ne recherche pas de compétences en particulier, on recherche de la dextérité, de la rigueur, une envie de travailler en équipe. On a des postes de caristes, on a des postes de confectionneurs, donc des postes qui consistent à fabriquer le pneu sur machine. On a des postes de cuiseurs sur des presses de cuisson. On a des postes de vérificateurs de pneus en après-cuisson. De multiples postes accessibles aux hommes pour un certain nombre d'entre eux et aussi à quelques femmes. Le tout pour un salaire minimum de 1 800 € bruts par mois sur 13 mois, sans compter les primes. Le travail se fera en 3-8. Pour assurer ce recrutement dense, Michelin s'est rapproché de Pôle emploi, mais a également opté pour une journée de présentation. Le 10 octobre, sur inscription préalable, les portes seront ouvertes. Au programme, une demi-journée de présentation, tant du côté des candidats que du côté de la marque. C'est important pour nous de pouvoir ouvrir les portes aux personnes qui ont envie de venir travailler chez nous pour qu'elles puissent venir se rendre compte in situ des conditions de travail chez nous, de ce qu'on propose en termes de travail. Donc qu'elles puissent venir visiter l'usine, découvrir nos activités pour ensuite postuler chez nous en toute connaissance de cause. Le recrutement sera finalisé dans les semaines suivantes. Une bonne nouvelle pour l'emploi au niveau local qui correspond qui plus est pour Michelin au lancement de nombreuses innovations et de nouveaux pneus. On part maintenant pour les Vosges, visiter une usine emblématique de l'économie circulaire. C'est à Laval-sur-Vologne, Nova Sisu, 270 salariés, qui transforment notamment des briques alimentaires en papier toilette. Stéphanie Renaud pour Vosges Télévisions. Ces visiteurs sont des spécialistes de la gestion des déchets et de leur recyclage. Venus de toute la France, ils étaient récemment à l'usine Lucart de Laval-sur-Vologne dans les Vosges. Ici, on transforme notamment les briques alimentaires en papier toilette. Ces machines en fabriquent 650 000 par jour. Une économie circulaire qui en a inspiré plus d'un. Je suis content d'avoir découvert cette entreprise-là parce que nos produits, nous, on les vend parfois à l'étranger. En l'occurrence, certains de nos produits partent à l'étranger. Je me rends compte que je peux les vendre à des entreprises françaises. Là, on a un gros projet d'harmonisation des consignes de tri sur le département. On va avoir les mêmes consignes de tri sur l'ensemble du département, ce qui va permettre aussi aux usagers d'améliorer, je pense, le tri. Ce sera plus clair pour tout le monde. Incités par les collectivités, aujourd'hui, une grande majorité des particuliers pratiquent le tri au quotidien. Place désormais aux entreprises. Les entreprises vont avoir à trier à la source 5 matériaux depuis 2016. Elles vont avoir à trier aussi les déchets du BTP. Et donc progressivement, je dirais tout le monde va être logé un peu à la même enseigne, devoir avoir les mêmes objectifs de résultats en termes de valorisation, ce qui laisse du champ à l'économie circulaire, c'est-à-dire à la matière de trouver des circuits courts pour être réutilisés, transformés par des industriels et réutilisés localement.
Et l'éventail des matières recyclables est large, même si toutes les filières ne sont pas encore structurées. Par exemple, celle du plastique, autre que celui des bouteilles. Il y a beaucoup de résines plastiques aujourd'hui qu'on ne sait pas forcément très bien recycler. On recycle le PET, le PEHD, mais il y a des efforts là-dessus et c'est là-dessus que l'industrie met l'accent aujourd'hui pour trouver de nouvelles filières. Et c'est aussi à nous, je dirais, producteurs de matières premières, de déchets, de massifier davantage la collecte pour permettre à des filières de se créer, de trouver leur équilibre. Avis donc à un industriel qui souhaiterait s'appuyer sur le savoir-faire vosgien en matière de tri. On se rend dans le Rhône maintenant, où l'actualité c'est aussi les vendanges qui ont commencé plus tôt cette année dans le Beaujolais. Les vignes ont souffert d'ailleurs des fortes chaleurs du mois d'août. Des explications avec Leïla Kessi pour Télé Lyon Métropole. Le feuillage il souffre. Hein. Sa récolte, Benoît Breton la surveille de très près et pour cause. Comme pour de nombreux viticulteurs du Beaujolais, ces vignes ont souffert des fortes chaleurs enregistrées la semaine dernière. Une canicule tombée au pire moment alors que débutaient tout juste les vendanges. Ce qu'on appréhende le plus sur cette extrême situation, c'est que les raisins concentrent trop. Alors autant c'est intéressant d'avoir une concentration appropriée parce que ça annonce un degré et une maturité intéressante et vraiment appropriée. Néanmoins, la chaleur nous a quand même malmenés. Fait plutôt rare cette année dans le Beaujolais, ce sont les blancs qui ont été récoltés en premier. L'autre particularité, c'est la précocité de ces vendanges. Elles ont démarré avec 3 semaines d'avance. Un élément qui est loin d'inquiéter le viticulteur de Dénissé, qui y voit là plutôt le signe annonciateur d'un millésime exceptionnel. Voilà l'exemple d'une grappe qui présente de belles caractéristiques, des petites grumes très comment dire, concentrées. Oui, ça on est certain qu'avec des raisins de cette qualité, on peut le constater, c'est très général. Et bien manifestement, si on ne fait pas du bon vin avec ça, oui, c'est évident. Seul bémol, la quantité récoltée durant ces vendanges qui s'annonce d'ores et déjà plus faible que l'année dernière. Il imprime une œuvre d'art avec son imprimante 3D hors norme. Sébastien Mockels, directeur de la start-up Logium Manufacturing 3D, participe à la création d'une œuvre de Frank Stella, l'artiste américain. Un projet unique de par sa conception et d'autant plus particulier que l'œuvre est réalisée sur 4 autres sites, à Berlin, à Munich et à New York. À Florence, Sébastien doit imprimer 3 pièces, soit 15% de l'œuvre, et les pièces sont ensuite acheminées à New York, assemblées et finalisées par l'artiste. Jean-François Ambroise pour Mirabel TV l'a rencontré. C'est une commande particulière que Sébastien Mockels est en train de réaliser avec son imprimante 3D. Actuellement, je suis en train d'imprimer une partie d'une œuvre d'un artiste américain qui s'appelle Frank Stella, précurseur dans son domaine. Certes, il a 81 ans, mais il est toujours alerte et il est très vivace d'esprit, et c'est ce qui est génial. C'est une œuvre contemporaine, je connais le nom, mais comme je n'ai pas le droit de communiquer sur le nom et sur la forme finale, je ne peux pas vous le dire. Nous n'en saurons pas plus sur l'œuvre, seul aperçu, ces 2 pièces déjà réalisées en l'acide polylactique, un plastique souple. Le projet est d'autant plus particulier que Sébastien Mockels n'imprimera que 15% de l'œuvre. Le reste est produit sur 4 autres sites dans le monde sur ce même type d'imprimante. Pour ce projet, il y a New York, Berlin, Munich et puis Florange. Moi, je suis content de pouvoir représenter à ma façon un peu la France, quelque part. Un bout de nous sera aux États-Unis. Il faut dire que Sébastien Mockels est plutôt habitué à traiter avec des industriels. Sa start-up, Logium Manufacturing 3D, est toute récente, tout juste 1 an, et elle travaille avec les grands noms de l'aéronautique comme Safran. Sa force, c'est bien sûr son imprimante, aux dimensions hors normes, unique en Lorraine. Les caractéristiques typiques de la machine, c'est 1 mètre sur les X, 1 mètre sur les Y et 1 mètre sur les Z, ce qui fait 1 mètre cube. Pour se démarquer et trouver des marchés, il faut proposer quelque chose de différent. La différence, c'est les grandes tailles. Donc avec pour but, doubler le parc de machines l'année prochaine et embaucher des gens. Il y a déjà une embauche qui est prévue pour la fin de l'année. Il faudra encore 4 jours et demi pour achever l'impression. Les pièces seront ensuite expédiées à New York, puis finalisées par l'artiste. L'œuvre de 2 mètres de long et 1 mètre de haut devrait être rendue publique d'ici le mois d'octobre.
Voilà, fin de ce journal des territoires préparé par Soumaya Benaïssa. Dans un instant, la revue des unes de la presse quotidienne régionale. Ce qui se passe dans vos régions avec vos quotidiens. Dans un instant. Bien évidemment, c'est le RSI qui est dans l'actualité de la presse quotidienne régionale ce matin avec l'Ardennais. Et vous pouvez voir le titre sur l'écran. Édouard Philippe enterre le RSI. Le Premier ministre a annoncé la disparition progressive du régime social des indépendants à partir du 1er janvier 2018. C'est l'Union Sébastien Lacroix, l'Union de Reims, qui est d'ailleurs le journal jumelle, j'allais dire, de l'Ardennais. A priori, si tout se passe bien, Philippe Martinez et Jean-Luc Mélenchon se rencontreront aujourd'hui. Une sorte de sommet de la contestation dont on ne sait s'il débouchera sur un rapprochement ou sur le constat que la CGT et les Insoumis sont incompatibles. Il faut dire que l'occasion est trop belle pour la laisser filer. Bien mener une fronde commune contre cette réforme du Code du travail peut mener à un soulèvement populaire général et à la chienlit. En revanche, si Martinez et Mélenchon continuent de se faire la gueule, la révolution risque de tourner en jus de boudin, écrit donc Sébastien Lacroix dans l'Ardennais et l'Union de Reims. Pour la Nouvelle République, c'est aussi au RSI, le régime était trop sec à la une. Et puis pour Ouest France, travail indépendant, le grand changement. Pour le Télégramme, indépendant, ce qui va changer, disparition progressive du RSI, baisse des cotisations et modification du statut d'auto-entrepreneur sont expliqués dans le Télégramme de Brest. Dans le Républicain lorrain, ce RSI qui empoisonne les indépendants, c'est dans leur majorité que les petits patrons et les entrepreneurs lorrains saluent la fin annoncée de ce régime social des indépendants. Ils dénoncent 10 ans de galère dans le Républicain lorrain. Aujourd'hui, un dossier intéressant aussi dans La Voix du Nord, au travail en prison. C'est un reportage et les journalistes de La Voix du Nord ont passé une demi-journée dans les ateliers de la prison de Séquedin. Et c'est à lire dans La Voix du Nord aujourd'hui, dans l'Écho de Haute-Vienne. Manif des GMS en région parisienne, marquée par les CRS. Une forte délégation de GMS a tenté le blocage du site de production de PSA à Poissy, mais leurs actions ont été obstruées par les CRS qui ne les ont pas lâchés de la journée. Il y a une photo à la une de l'Écho de Haute-Vienne aujourd'hui de cette manifestation. Pour la Provence, c'est Bruno Gilles à la mairie et Martine Vassal à la métropole. C'est Jean-Claude Gaudin qui désigne ses successeurs et la Provence fait des révélations sur le plan secret de la droite marseillaise. On en parlera peut-être tout à l'heure avec notre invité politique à 8h qui est Éric Woerth. Pour la République des Pyrénées, c'est les aides fiscales, revitalisation rurale, les 238 villages qui y perdent dans la République des Pyrénées, édition de Pau. Et puis la 69e foire de Pau, justement, qui espère attirer 80 000 visiteurs. C'est un programme prometteur pour animer cette 69e édition qui a lieu dès samedi. Et la République des Pyrénées vous décrit tout ça ce matin. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces articles sur les sites internet de la presse quotidienne régionale ce matin. Ce matin, d'ailleurs, nous allons traiter dans le club de la presse des éditorialistes de l'ouragan Irma, évidemment, avec vous, Luc Laventure. Vous êtes donc responsable d'Outre-mer 360, une télévision et un site internet Outre-mer. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va faire le point sur la situation dans les Antilles dans un instant. Irma va rester près de 24 heures sur la zone, des rafales attendues à 360 km/h, catégorie 5, car il n'y a pas de catégorie 6. On va faire le point dans un instant. Et puis avec vous, Zoé Cadio, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous représentez le Midi Libre et l'Indépendance sur ce plateau. Vous êtes une habituée de cette matinale d'info. Nous allons revenir sur une réunion où vous y étiez hier. Vous étiez présente à cette réunion que le président de la République a tenue avec les préfets, des préfets qu'il veut maintenant devenir entrepreneur, le président de la République. Vous allez nous expliquer ce que cela veut dire. Luc Laventure, tout de suite, le point, pendant que nous parlons, cet ouragan donc, traverse, se déploie sur les Antilles. Saint-Barthélemy et Saint-Martin sont sur la trajectoire. On va faire le point tout à l'heure sur l'intensité, mais ce qui nous intéresse, c'est surtout la prévention des risques naturels sous ces latitudes françaises. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la France a vraiment une expérience, une expertise là-dessus, pas seulement au niveau des Antilles, mais également de la Réunion et surtout et également aussi dans le Pacifique. Souvenez-vous, l'an dernier, il y a eu des risques importants d'inondation dans le Pacifique, et notamment au niveau des îles Tonga, et effectivement, la France a joué un rôle très très important
pour venir au secours de ces populations. Expertise également au niveau de la prévention. C'est ce qui s'est passé en ce moment. La ministre d'ailleurs de l'Outre-mer sera dans quelques minutes au PC de crise interministériel. Et la prévention a été intéressante dans la mesure où il y a eu une anticipation très très forte au niveau des 4 collectivités, que ce soit la Martinique où il y a quand même de la houle, de forte houle. Anticipation également au niveau de la Guadeloupe où les écoles ont été fermées depuis 48 heures. Et puis, on a envoyé une 60aine de personnes du génie civil, ou plutôt de la sécurité civile en termes de prévention. Alors, vous parlez de cette prévention, c'est la prévention d'un force 5, car il n'existe pas de force 6. Oui. Alors, comment d'abord ça se mesure, cette intensité? Alors, tout cela est fait à partir d'un centre qui se trouve à Miami. Et effectivement, on a un baptême avec les noms, et puis la graduation est suivie au fur et à mesure. On voit sur ces images d'ailleurs la progression de cette graduation. Absolument, et 2 phénomènes. Cette fois-ci, on s'aperçoit qu'on a dépassé la force 5, puisqu'on est en alerte violette, ce que j'ai appris d'ailleurs hier soir. Et puis, elle musarde, si je puis me permettre cette expression, alors que la situation est dramatique. C'est-à-dire qu'elle avance, elle s'arrête, elle repart. Et ce dont on a peur en ce moment, c'est qu'elle s'arrête véritablement quelques instants sur Saint-Barthélemy et sur Saint-Martin. On voit la vigilance violette à l'antenne pour Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Et Saint-Martin. Cela veut dire que d'abord, il y a eu un confinement obligatoire au niveau de toutes les personnes. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Et même les gens de la sécurité civile n'ont pas le droit d'aller chercher les gens, quel que soit l'endroit où ils sont. On arrime, tous les bateaux sont partis vers la baie de Fort-de-France, qui est la plus sécurisée, même s'il y a une forte houle en ce moment dans la baie de Fort-de-France. Et puis, effectivement, personne n'a le droit de sortir. C'est le confinement le plus total. Les gendarmes se disent très bien préparés, d'ailleurs. Vous faisiez allusion à la prévention. Pour avant, bien sûr, donner ces consignes-là, mais surtout pour après, parce qu'ils interviennent tout de suite après, en réalité. Immédiatement. Les forces sont rassemblées à l'aéroport de Pointe-à-Pitre et surtout à l'aéroport de Fort-de-France. Et sitôt l'alerte levée, tout le monde part vers les zones sinistrées. Alors la Floride va être heurtée aussi dans quelques heures, elle s'y prépare. Oui, mais ce que je crains le plus, Cyril, c'est qu'effectivement l'avancée de Irma va toucher certainement la République de Saint-Domingue et surtout Haïti. Quand on connaît la vétusté des installations en Haïti, ça présage des choses extrêmement dramatiques, parce qu'à cette vitesse, avec la queue du cyclone, comme l'on dit, n'importe quel projectile... On voit bien la trajectoire derrière vous, oui. Voilà, n'importe quel projectile, c'est vraiment un boulet de canon qui part à plusieurs milliers de kilomètres. Alors, je disais, la Floride va être heurtée dans quelques heures, elle s'y prépare. Est-ce que les États-Unis, par exemple, sont mieux dotés en termes de prévention? Vous parliez de prévention tout à l'heure, ou pas? Est-ce qu'on est très fort en prévention? On est très fort. Aussi bon que les Américains? Aussi bon que les Américains, et ça se passe très très bien. C'est-à-dire qu'il y a une coopération très très forte. Avec les pays limitrophes? Absolument. Est-ce qu'on peut dire que la population, après, bénéficie d'aide immédiate, ou est-ce que c'est très compliqué d'obtenir une réparation, entre guillemets? J'imagine qu'il va y avoir beaucoup de dégâts techniques dans les maisons, sur les toits. Comment ça se passe concrètement après? Concrètement, c'est l'abattement, mais comme on a l'habitude de ces catastrophes naturelles, on sait très bien que sur le plan de l'agriculture, c'est un désastre total. La canne, la banane, ça se plie, ça se casse plutôt. La canne, ça se plie, mais à 80-100%, tout cela est rasé. Et les services ici à Paris sont en alerte, ils savent pratiquement ce qui va se passer. Les secours arrivent, je l'ai dit, immédiatement. Vous voulez dire, ça sera rapide. Absolument. Même les indemnisations, on va dire. Absolument. Hein? Absolument. Bon, vous restez avec nous, Luc Laventure, bien sûr, tout au long de cette matinale. S'il y a des développements importants donc, aux Antilles, vous nous prévenez et vous réinterviendrez à l'antenne. Zoé Cadio, bonjour, merci d'être avec nous. On passe à une autre forme d'ouragan, d'ailleurs. Bonjour. Les préfets donc, ont été réunis autour du président de la République hier, qui leur a demandé de devenir des entrepreneurs de l'État.
Alors vous étiez à cette réunion à l'Élysée et non au ministère de l'Intérieur, ce qui est déjà un signe. C'est un peu, entre guillemets, une petite forme d'ouragan. C'est très inhabituel, ça, de demander à des hauts fonctionnaires de devenir entrepreneurs de l'État. Alors, oui et non. Alors, la formule peut faire sourire, mais il ne faut pas comprendre entrepreneur dans le sens entreprise, mais plutôt dans le sens de entreprendre. Et c'est là où Emmanuel Macron est assez fort. Et il fait aussi un petit peu un clin d'œil de l'histoire. Souvenez-vous un peu, quand on parlait des nouveaux enseignants, on appelait ça les hussards de la République. Donc, ils sont là pour porter un petit peu les réformes du gouvernement. Et la formule a séduit ces hauts fonctionnaires. Voilà, globalement, ils ont été séduits par le discours du président de la République. Je pense que oui. Vous y étiez, oui, j'y étais. Même si le discours a été un peu long, mais il faut savoir aussi qu'il leur a présenté une feuille de route pour leur expliquer ce qu'ils attendaient d'eux d'une certaine manière. Et c'était très bien construit parce qu'il y avait vraiment 3 points qui étaient la sécurité, les réformes et aussi les collectivités locales et territoriales. Et sur ce dernier chapitre, Emmanuel Macron sait qu'il est un petit peu en délicatesse. D'ailleurs, il a parlé des préfets aussi en évoquant, en les qualifiant de sismographes d'une certaine manière du territoire. Et c'était eux qui étaient là pour lancer des alertes sur le malaise qu'il pouvait y avoir, comme on peut connaître en ce moment un peu de remous sur certains dossiers un peu délicats. Alors, ce sont de très hauts fonctionnaires et préfets, bien sûr. Mais est-ce qu'ils peuvent intégrer cette culture entrepreneuriale facilement ? Alors, dans le sens de entreprendre, oui, parce que il faut savoir aussi que, sans être des barons, ce sont des gens aussi qui ont des responsabilités et qui ont une certaine autonomie pour diriger la région. Et surtout depuis la réforme de Hollande, avec les 13 super régions, qui ont vraiment des moyens et une armée, entre guillemets, derrière eux pour y répondre. Et donc, il leur demande, à vrai dire, de prendre des risques. Donc, c'est vraiment le côté entrepreneur. Faire preuve de pragmatisme et surtout pour faire face aux réalités locales et donc piloter les fameuses réformes qui, dans l'opinion, pourraient passer plus difficilement, comme on peut le voir en ce moment. Donc un véritable relais concret sur le terrain des mesures prises par le gouvernement. Tout à fait, mais c'est pas nouveau. Ça a toujours été le rôle des préfets, et ça depuis Napoléon Ier. Alors, Pascal Mayos, qui est le préfet de région pour l'Occitanie, vous l'avez rencontré, vous l'avez interviewé, c'est dans l'Indépendant aujourd'hui, on peut le retrouver d'ailleurs sur le site internet de l'Indépendant aussi, et vous avez accordé une interview hier, et séduit, lui, par cette idée présidentielle d'être un entrepreneur de l'État. Vous disiez, c'est la tendance globale de J'ai l'impression. Alors, c'est vrai que ça bouscule les codes, d'une certaine manière, mais en même temps, il m'a confié hier que, en fin de compte, être préfet, c'est aussi répondre aux attentes et incarner, d'une certaine manière, l'État, aussi bien d'un point de vue modeste, mais aussi réactif et agir. Et ça lui plaît vraiment, qu'on reconnaisse un peu cette nouvelle fonction et cette nouvelle image du préfet. Et ça la dépoussière aussi, d'une certaine manière, quoi. Parce que quand on pense préfet, on les voit avec leur casquette, leurs galons, et là, c'est vraiment un coup de jeune. Ils avaient des casquettes et des galons hier, tous ? Eh ben non, ils étaient tous en costume. Merci Zoé Cadio du Midi Libre et de l'Indépendant. On vous retrouve d'ailleurs dans le débrief d'Éric Woerth tout à l'heure, qui est notre invité politique à 8h, dans la deuxième partie de cette matinale d'infos qui va démarrer dans quelques minutes. Je vous retrouve tout à l'heure pour cette interview avec Éric Woerth. Voilà, merci. Luc Laventure aussi, vous restez avec nous s'il y a des développements, bien sûr, sur l'Ougargan. Irma, vous revenez sur ce plateau. A tout de suite pour Territoire d'Info. Public Sénat, avec le soutien de la Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le journal des